nous avons différents intervenants qui vont venir vous exposer la situation actuelle de leur métier et de leurs enjeux. Et le premier intervenant, il va prendre la parole au nom du directeur général du service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure. C'est Dominique Simon, qui est inspecteur général aux voies hydrauliques. Je ne vais pas vous dire où, parce que maintenant il couvre à peu près tout pour l'instant. Donc il est omniprésent sur le réseau wallon. Avant de l'inviter à venir prendre la parole, et à titre de mise en bouche, on va vous présenter un petit film avec quelques événements marquants de l'année. Merci, mais maintenant je vais donner la parole à ceux qui travaillent vraiment. Donc, comme je vous l'ai annoncé, notre premier intervenant est Dominique Simon, qui va venir vous présenter un bilan et les perspectives du SPOEMI. Voilà, bonjour à tous. Donc, merci Pascal pour cette introduction, mais nous sommes à deux en fait à couvrir le territoire, donc Thibaut et moi, et donc l'omniprésence, c'est à nous deux qu'on essaye au mieux de l'assumer. Donc voilà, donc j'ai le privilège évidemment de vous faire la présentation à la place du DG. C'est une année anniversaire, hein, comme Pascal l'a dit. Donc une année anniversaire, c'est une année où on prend du recul, on se remet un peu en question, on regarde ses réalisations avec un regard un peu critique pour finalement se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction et finalement pour peut-être mieux repartir après. Et donc c'est l'ambition de cette présentation, c'est de faire un petit peu une rétrospective, de regarder comment les choses ont évolué en étant un peu critique par rapport à nos actions pour essayer effectivement de repartir au mieux. Alors, l'exposé va s'articuler en 5 parties. Une première où on va s'attarder un peu sur des éléments de contexte à moyen terme, mais aussi contexte plus d'actualité, vous verrez. Puis après, on va se confronter à la réalité des chiffres. Qu'est-ce qu'on a effectivement comme évolution? Un point sur le plan d'aide, hein, qui est un élément important du soutien qu'on met au secteur de la batellerie. Puis après, un gros point sur l'évolution du réseau, donc comment notre réseau a évolué au cours des 15 dernières années, à quel rythme, est-ce qu'on répond aux enjeux, et enfin des perspectives et des projets, même si le film que vous venez de voir les aborde déjà, vous avez déjà un très bon éventail de ce qui est en cours au travers du film. Alors sur les éléments de contexte, il y a 3 éléments. Donc il y a des éléments de contexte, je dirais, de temps un peu moyen terme,
qu'on va voir plutôt les évolutions de la situation industrielle, les grandes évolutions, on va plutôt voir ça au niveau des chiffres. Mais la réalité qu'on vit sur notre réseau ces derniers mois nous montre qu'on a une grande vulnérabilité par rapport à certains assets qui sont parfois vieillissants, qui sont soit des assets que nous gérons, soit des assets d'autres. Donc je prendrai comme exemple évidemment le pont sur la Sambre à Auvelais, fin d'année dernière, qui était inspecté régulièrement. Et ben, ce pont, on a vu en fait qu'il y avait une dégradation hyper rapide de ce pont, et il a fallu, séance tenante, interrompre toute navigation en dessous du pont et toute circulation au-dessus. Et donc, malgré une grande réactivité de la part des équipes qui géraient ce pont, l'interruption, elle a duré 1 mois. Et donc, on se rend bien compte que par rapport à votre secteur d'activité, ben, c'est évidemment quelque chose qui est ingérable. Et nous, je vous assure qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait pour que ce soit le plus court. Donc, cet exemple, pour montrer qu'on est dans une situation d'un parc d'assets, donc voie d'eau, mais aussi autre, qui est vieillissant, qui est monitoré, mais qui nous conduit parfois à devoir prendre des mesures radicales avec un gros impact. L'autre exemple, et on le détaillera un petit peu après, c'est le viaduc d'Oudan, où là, la situation, elle est à l'arrêt depuis début mars, ce qui est évidemment catastrophique pour toute une partie d'activité. Alors, on a aussi des problèmes sur nos propres assets, donc les écluses. Donc, on met l'accent sur de nouveaux ouvrages, mais on fait face à un parc qui a été massivement construit dans les années 50, 60, 70, qui lui-même a des difficultés, qui nécessite des interventions de correction, qui elles-mêmes entraînent des interruptions. Donc il y a vraiment un gros défi d'organiser ça, d'intervenir tôt assez pour rester dans un processus où les choses sont gérables et maîtrisées, et pas rentrer dans une logique de casse, de devoir commander des choses en urgence, parce qu'à ce moment-là, on n'a plus une maîtrise du délai et on ne sait évidemment pas communiquer vis-à-vis de vous, et vous ne pouvez pas vous organiser. Donc il y a vraiment un changement quelque part de paradigme par rapport à des investissements qui étaient neufs, qui étaient dans une durée de vie où on pouvait avoir pleine confiance en eux et qui pouvaient délivrer, en gros, sans attention particulière. Alors, il y a un dernier volet par rapport à cette réalité d'assets, c'est qu'il y a aussi parfois une difficulté d'avoir, même là où on réinvestit, une fiabilité des équipements. Donc, vous avez connu cette dernière semaine un problème d'arrêt sur le canal Charleroi-Bruxelles, sur l'écluse de Viéville en particulier, écluse de Viéville qui a été rénovée il y a une dizaine d'années, même pas, avec tout un système de nouvelles commandes électriques sur les systèmes de vannes de sassement. Et on a un gros problème de fiabilité avec une infiltration d'eau de tous ces mécanismes. Donc des mécanismes qui étaient réputés neufs n'arrivent pas à délivrer leur service et ont des maladies qu'on a du mal à anticiper. En plus de ça, on les avait anticipées en commandant des pièces, mais le délai d'approvisionnement des pièces est lui-même énorme. Donc on se retrouve dans des situations qui sont extrêmement difficiles à gérer, et on est par contre tout à fait conscient que pour vous c'est juste impossible à vivre et complètement nuisible à l'activité. Donc ça, c'est ce paradigme asset qui est très complexe à gérer, mais dont il faut absolument s'occuper et qui est nouveau. Alors, autre point de contexte, c'est la réalité du durcissement des conditions économiques de financement, un contexte géopolitique qui est assez catastrophique, avec une modification des priorités ou des allocations des investissements. Et donc ici, vous avez l'icône du projet SANESCO. Donc vous allez aussi voir que dans le développement de notre réseau, les développements ont été énormes, mais allez, je dirais en partie, pas en grande partie, stimulés par le fait qu'ils pouvaient être cofinancés au niveau européen. Donc ce qu'on voit pour le moment, c'est une modification de priorité ou des fonds qui sont globalement insuffisants pour financer. Et donc même si l'enjeu est de continuer, et c'est évidemment bien la volonté européenne, on a aussi une replanification à opérer. Et enfin, pour terminer, donc, la mobilité militaire devient quelque chose d'assez prégnant dans les décisions. Donc il y a aussi une réorientation vers des budgets de mobilité militaire, ce qui est une limitation parce que, évidemment, le gâteau est à diviser en un nombre de projets potentiellement plus grands, mais aussi une opportunité par rapport à certains axes. Et enfin, le contexte de cybersécurité.
Donc c'est un risque qui est énorme. Et donc face à ce risque, il y a aussi lieu de prévoir des investissements conséquents. Donc c'est une réalité, hein. Donc, sans parler de l'attaque dont la région wallonne a fait l'objet. On a aussi eu des problèmes au niveau de l'Allemagne. La Flandre se prépare aussi activement à certains éléments. Donc au niveau européen, il y a aussi un enjeu en termes de cybersécurité. Alors, je sais que vous attendez tous une actualité sur le viaduc d'Oudun. Et je suis conscient que ce que je vais vous dire va vous frustrer énormément parce que je ne vais pas pouvoir vous donner de date. Alors, je vais par contre, nous tenons vraiment à vous communiquer tous les efforts que nous avons déployés par rapport à cet accident pour essayer de réouvrir la liaison le plus vite possible. Donc l'accident est survenu le 6 mars, hein, avec les conséquences dramatiques que vous connaissez tous. Et donc passé les premiers moments d'urgence, rapidement on a pris conscience de l'impact que ça aurait et du temps nécessaire par rapport à la réouverture. Donc on a pris des mesures de sécurisation en empêchant qu'il y ait des fuites d'hydrocarbures. On a pris des mesures de sécurisation par rapport aux différents impétrants, notamment il y a de la présence de conduites de gaz. Mais très rapidement, on a aussi mené des actions en justice en introduisant une requête en référé de manière à pouvoir désigner rapidement un expert. L'expert, en fait, est un élément nécessaire pour libérer la voie. Et donc, dans les 15 jours qui ont suivi l'accident, il y a une requête qui a pu être déposée en vue de désigner cet expert. Donc ça, c'est la première mesure qui a été prise. On a aussi pris d'autres mesures qui visaient à faciliter les constats, donc de nouveau dans la même logique de pouvoir libérer rapidement les lieux. Et donc on a fait procéder à des inspections aquatiques, parce que comme il y avait un risque que les éléments étaient en position instable, on a envoyé des systèmes de robots plongeurs pour faire une cartographie complète et visualisée, avec dans l'idée de pouvoir donner aux experts tous les éléments nécessaires pour apprécier au plus vite la situation et donc pouvoir la libérer le plus rapidement possible. Donc ça a été assez fructueux parce que la justice a désigné rapidement un expert. Les différentes parties ont été consultées et à la mi-avril, en fait, le chantier a pu être libéré. Donc on est aujourd'hui un mois après, hein, grosso modo. Et où est-ce que nous en sommes? L'entreprise en charge des travaux a replanifié un plan de déconstruction, de démolition du pont, qui tient compte des exigences de la situation et en particulier d'un équilibre instable. La difficulté à l'heure actuelle, c'est que ce plan doit être validé, donc accompagné d'un plan de sécurité, par les instances, notamment du ministère de l'Emploi et du Travail, de l'Auditorat du Travail, donc dans les conséquences de l'événement dramatique avec mort d'homme, avant de pouvoir libérer et effectivement démarrer le planning. Donc à ce jour, on a connaissance d'une séquence d'opérations, mais pas d'une date de début, puisqu'il faut qu'il y ait validation de ce plan. Et donc c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas en mesure de vous communiquer un délai. Voilà, donc je suis bien conscient de la frustration que ça génère. Et donc mon message est, on était bien conscient, on a fait tout ce qu'on pouvait, l'entreprise travaille activement et il devrait y avoir prochainement, c'est-à-dire des validations du plan, une date qui pourra vous être communiquée. Voilà. Donc le projet Senesco, je vous en ai parlé, donc des cofinancements qui ont été régulièrement obtenus, donc il faut voir les choses extrêmement positivement. Sur ce projet, depuis la fin des années 2008-2010, on a des projets qui ont été retenus et cofinancés, ce qui nous a permis d'avancer. Les dernières étapes, en fait, consistent à une remise de résultats qui s'est produite l'année dernière au mois de juin, où là, malheureusement, en fait, sur le dernier volet de l'appel, les fonds étaient insuffisants pour financer l'ensemble des travaux. Et donc, sur ce dernier volet, on n'a pas obtenu de cofinancement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas les travaux, mais qu'ils devront être réorganisés dans le temps. Alors, en chiffres et en tendance, donc les résultats de l'année 2024 sont sous vos yeux. Donc, on a 32 millions de tonnes.
Donc l'année 2024, pour les plus optimistes, on dirait que c'est une année de fin de la baisse. Pour les gens prudents, les gens diront que c'est une année de stabilisation. Ce sont des chiffres et des constats en fait que l'on fait partout. Donc quand on regarde au niveau de la Flandre, quand on regarde les résultats de VNF, on est exactement dans les mêmes tendances. Donc c'est assez rassurant par rapport à notre dynamisme, mais malgré tout, ça constitue une baisse par rapport au niveau historique qu'on avait il y a quelques années. On y reviendra. Alors, autre vision, c'est de se dire, ben tiens, où en sommes-nous Où sont nos ports par rapport aux autres ports? C'est une manière de se comparer. Alors ici, ce sont des chiffres de 2023, les précédents étaient des chiffres de 2024. Et ça concerne en fait les statistiques des ports fluviaux. Donc il y a ici une petite précaution à avoir, c'est que les ports maritimes qui sont accolés à un port fluviaux sont hors classement. Donc vous ne verrez pas Gand, vous ne verrez pas Dunkerque dans le classement. Donc ça, c'est une petite réserve. Alors si on est habitué de voir Liège truster les premières positions de ce classement, on est moins habitué à voir le port de Namur ou le port du Paco. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle de voir que finalement, 3 des 4 ports wallons se situent dans le top 16 de ce classement européen des ports. Alors, si on prend au niveau du recul, donc depuis 2011, 10 millions de tonnes en moins. Donc ça, le constat est dur. On était habitué tout un temps d'avoir des chiffres qui étaient dans la quarantaine de millions de tonnes. On est maintenant clairement ici dans la trentaine de millions. Donc, le slide annonce 2011. Attention, le graphique commence en 2014. Mais donc, ce qu'on constate, c'est une chute, évidemment. La première partie, elle est liée à la disparition de la phase à chaud de la sidérurgie. Hein, donc, début des années 2010, ces tonnages ont été perdus. Et on voit aussi une chute qui est aggravée par les différentes crises qu'on a connues. Donc, la crise du Covid, évidemment, la crise des inondations. Donc, on voit que ces crises ont tendance à accentuer les phénomènes structurels. Et on sait tous combien il est difficile, une fois que des tonnes ont échappé à la voie d'eau, de les y faire revenir. Et donc c'est peut-être une explication, même si elle devrait être étayée par davantage d'examens. Alors au niveau de la structure du trafic, donc vous avez ici 2 courbes aussi exprimées en millions de tonnes. Donc 2 courbes en fait qui montrent une inversion des courbes. Donc la courbe bleue, c'est la courbe, je ne vais pas me tromper évidemment, des chargements. Et la courbe rouge, ce sont des courbes de déchargement. Donc en gros, la tendance est inversée. On déchargeait plus au début de la période que chargeait. Et maintenant, c'est juste l'inverse. Et donc c'est le reflet d'une modification de notre structure industrielle où on transforme moins. Donc on transforme moins de matière et c'est une réalité. Alors, corollairement, le trafic de transit a lui augmenté. Et je pense que c'est écrit sur le slide, j'ai plus le chiffre en tête. Et donc c'est ça, il représente 33% du trafic en 2024. Alors maintenant, si on s'intéresse aux variétés de produits, il y a toute une catégorie de produits donc, clairement qui sont à la hausse. Donc ça concerne les produits agricoles, les produits métallurgiques, les engrais. Et on voit que les produits pétroliers qui sont en orange avec une courbe de tendance là en pointillé, ils se cherchent un peu. Je dis ils se cherchent un peu, mais par contre l'issue est assez connue, hein, puisque clairement quand on voit les mesures de transition énergétique, les mesures PEB qui visent des diminutions de consommation, les changements de vecteurs, on comprend bien que les produits pétroliers ils seront en baisse structurelle. Alors des produits qui sont en très très forte baisse, hein, donc si on voit les ordonnées, on passe de 6 à 1, donc un rapport 6 à 5, ce sont les combustibles solides et les minerais. Et donc ça c'est le reflet de la modification profonde de notre industrie. Et donc l'industrie lourde qui utilisait ces produits-là, elle a pratiquement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, en tout cas c'est une réalité, elle a pratiquement disparu. Alors par contre, une catégorie de produits occupe une place très très importante et est plus ou moins stable. Elle représente 39% des produits totaux transportés. Ce sont les minéraux et les matériaux de construction. Alors on peut quand même s'inquiéter de la courbe de tendance hein, qui a l'air de plonger un petit peu.
Et quand on se questionne là-dessus, on peut se dire que c'est sans doute lié aux produits carriers, à la difficulté d'obtenir de nouveaux permis, d'augmenter les volumes produits et donc les volumes à transporter, ce qui se marque sur les chiffres. Alors, en termes de nombre de bateaux et de gabarit de bateaux, donc on voit ici qu'on a une diminution. Donc ce ne sont plus des courbes en valeur absolue, ce sont des courbes indicées pour pouvoir les mettre sur le même graphique. On voit que le nombre de voyages diminue et en même temps que le tonnage transporté augmente. Donc on est dans une tendance structurelle de bateaux plus gros, plus chargés. Mais par contre, ce qui peut sembler contre-intuitif, c'est que le nombre de bateaux chargés est très important. Donc il est de 57%. Parce que quand on voyait les courbes tantôt de tendance et l'inversion entre les déchargements et chargements, on aurait pu s'attendre à des volumes libres plus importants, ce qui ne semble pas être le cas. Alors, troisième point de la présentation, c'est un retour sur le plan d'aide. Alors, le plan d'aide, ce sont des budgets du ministre de l'économie gérés par la DGO6. Et pour ce volet spécifique du transport fluvial, c'est l'expérience de la DTIM, donc la direction du transport, de l'intermodalité des marchandises, qui est l'expert qui sert à dimensionner et à suivre ces plans. Donc ce sont eux, au quotidien, qui vont accompagner les demandeurs, leur faire prendre connaissance des outils. Donc n'hésitez pas d'ailleurs tout à l'heure, pendant le networking, à venir vers eux, puisqu'ils peuvent accompagner vos différents projets. Alors les catégories... Oui, donc ça je ne l'ai pas dit encore, excusez-moi. Depuis 1996, il y a 6 plans successifs, donc 6 adaptations qui se sont succédées. Donc c'est vraiment un support continu qui a pu être apporté. Et donc il y a des aides de différents types. Donc la première, ce sont des investissements, enfin des aides à l'investissement par rapport à des infrastructures de report modal. Donc il y a un volet qui est lié au fluvial qu'on voit ici. Juste après, on aura le volet ferroviaire. Donc ce qui est très intéressant avec cette mesure-là, c'est qu'on a des indicateurs d'impact. Et donc vous avez le nombre de dossiers, je ne vais pas vous noyer de chiffres, mais c'est surtout dans le cadre vert où on voit l'impact de ces mesures avec 4 millions de tonnes transbordées, donc l'équivalent en tonnes CO2 épargnées. Donc c'est vraiment des aides concrètes qui changent le cours des choses. Alors vous avez la même dia pour le report modal au volet ferroviaire, aussi avec des indicateurs d'impact qui sont très très intéressants. Alors c'est une des caractéristiques du ferroviaire, c'est qu'évidemment chaque dossier est très cher et donc on voit que pour un nombre de dossiers relativement restreint, ce sont des budgets très importants qui ont été consacrés. Alors autre catégorie d'aide qui vise à financer des services fluviaux régulés de conteneurs. Donc de nouveau des indicateurs d'impact, ces mesures ont permis d'établir 12 départs fluviaux par semaine vers Anvers et Rotterdam. Et on sait bien que c'est essentiel, en fait, c'est d'avoir ce service en continu pour pouvoir attirer des demandeurs. Donc il est important de pouvoir établir un service pour que la demande suive ensuite. Alors, catégorie suivante, c'est des aides à la modernisation de la flotte. Donc les aides ont évolué dans le temps avec... en évoluant vers davantage de technicité et aussi davantage de focus par rapport à la dépollution. Donc vous voyez les montants, donc 99 millions d'euros d'investissement pour les entreprises, 25 millions d'aides. Alors je ne sais pas si vous avez vu dans la presse cette semaine, en fait il y a eu un communiqué de presse intéressant de l'ITB, où ils ont fait une étude qui chiffrait les besoins en investissement pour la décarbonation du secteur de la battellerie. Et donc cette étude, elle mentionnait un besoin de 17 millions d'euros pour l'ensemble de la Belgique pendant 10 ans, donc 170 millions d'euros au total. Alors moi je trouvais ça super intéressant de comparer ces montants aux montants qui sont là, mais attention, depuis 1996. Donc ça illustre tout l'effort qui reste à faire. Alors au niveau... si on prend un peu de recul aussi, et au niveau européen, on le voit très fort, la décarbonation du transport est vraiment un enjeu. Et le secteur de la voie d'eau a incontestablement et depuis toujours un avantage via sa concentration massique. Donc il permet de transporter beaucoup en consommant peu d'énergie. Ce qu'on sent au travers des prises de positionnement de l'Europe, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ses lauriers,
parce que les autres formes de transport aussi se verdurisent. Donc il y a vraiment un enjeu très très important pour nous de continuer de verduriser notre flotte. Et donc je trouvais que cette mesure-là, l'étude de l'ITB et le positionnement européen, ça méritait en fait d'être partagé entre nous pour revenir avec ça et se dire ok, comment se positionner dans l'avenir par rapport à ça. Alors, dernière catégorie d'aide, celle à l'acquisition d'un premier bateau. Donc 14 dossiers, 1,6 million d'euros d'aide. Et donc quand on m'a fait part des slides, j'étais un peu étonné du montant. Je me dis tiens, par rapport au prix d'un bateau, c'est une aide qui semble un peu faible. Et comment est-ce que cette aide peut vraiment porter ses fruits? Et alors Pascal m'a expliqué que c'était super important parce que vis-à-vis de la recherche de financement, ça donnait de la solidité financière au projet. Et donc de pouvoir venir vers le banquier en disant voilà, je veux faire l'acquisition d'un bateau, j'ai 10% d'aide, tout de suite ça améliore la qualité du dossier et ça permet en fait d'aller plus loin au niveau de ces financements. Et donc c'est intéressant et ça me semble aussi intéressant dans le contexte actuel où on voit qu'il y a globalement un déficit de cales et de conducteurs. Et il y a des endroits où on entend qu'il est extrêmement difficile en fait de trouver un bateau pour faire un service. Et donc cette mesure-là, elle me semble aussi super intéressante pour la suite du développement. Et donc voilà, donc en résumé, notre ambition, c'est évidemment de poursuivre ce plan d'aide. Les choses évoluent, on s'oriente vers un 7e plan d'aide qui est en cours d'élaboration et qui va tenir compte un petit peu des succès du passé, des grandes évolutions de tendance. Et en tout cas, nous, notre ambition, c'est bien d'en construire un et qui soit le mieux dimensionné possible pour répondre à nos enjeux. Alors le 4e volet, on vient sur la politique d'investissement, quelle est l'évolution du réseau. Et donc on a énormément investi dans ce réseau, donc on parle de 15 ans d'investissement. Vous allez me dire, tiens, 15 ans, il y a 15 ans, c'est 2010, pas 2015. Et effectivement, donc les premières grosses décisions, les premières grosses préparations, les premiers plans, ils ont été faits en 2010. Évidemment, au début de tout grand projet comme ça, il y a peu de choses qui se matérialisent. Et le premier instantané qu'on vous propose, c'est 2015. Donc vous avez la carte de notre réseau. Et donc ce qui est intéressant à regarder, c'est la légende de couleurs. Donc les points verts, ce sont des chantiers qui étaient prêts, inaugurés, fonctionnels. Les points mauve, je ne sais pas si ça apparaît comme mauve, oui, plus ou moins, ce sont des chantiers en cours. Et les points orange, c'était des dossiers à l'étude. Donc on voit qu'en 2015, seuls 2 grands chantiers sont terminés, et ce sont les écluses, la 4e écluse de l'année et l'écluse d'Ivo-Ramée. Donc 2 chantiers majeurs de mise à 9000 tonnes sur la Meuse liégeoise. Par contre, tout le reste en gros est dans les cartons. On travaille sur le barrage de Caen et le barrage d'Eyrines, c'est le 11 et le 12. On travaille sur un pont sur le canal Charleroi-Bruxelles, c'est à Lutre. Et il y a aussi 2-3 aménagements au niveau de la région montoise. Alors en 2025, par contre, regardez la différence. Ce sont grosso modo les mêmes points qui sont repris. Et vous voyez qu'en particulier, tout le réseau ouest a été terminé. Donc toute la partie ouest du territoire, vous ne voyez plus que des points verts. Vous voyez un gros point mauve là, qui est toujours en projet et qui est le canal Nimy-Blaton. On a vu sur les images, on en reparlera tantôt. L'écluse de Bourg qui est en travaux. Au niveau liégeois, c'est pratiquement terminé, à part la rehausse des ponts sur le canal Albert dont on parlera tantôt. Et il reste les 3 écluses du canal Charleroi-Bruxelles qui sont pointées en 6, où là, effectivement, c'était le dernier volet du financement Senesco dont on a parlé tantôt, qui n'est malheureusement pas présent de suite, et il faudra un petit peu patienter pour trouver d'autres financements. Donc, je pense que le constat est... Enfin, on mesure tout le travail réalisé, c'est concrètement fait. Et cette mise à gabarit, quand on repense à la courbe de tantôt, où on voyait les tendances avec des volumes, des tonnages transportés de plus en plus gros, ils illustrent l'évolution de la flotte et donc la nécessité de cette évolution de réseau. Donc je pense que les deux sont bien en phase, et fort heureusement. Alors si on regarde plus concrètement, même si on les a déjà listés, au niveau de la région liégeoise, toutes les écluses sont en gabarit 225 par 25, donc qui correspond aux 9000 tonnes. Il y avait le barrage de Montsaint qui présentait un réel risque par son état de vétusté, puisque c'est lui qui maintient les niveaux de navigabilité.
il était urgent de le rénover, ce qui a pu être fait. Donc le barrage de Montsaint est aujourd'hui complètement rénové. Au niveau de la Lys et du Haut-Escaut, la traversée de Comines, donc c'est la photo en haut à gauche, a été complètement terminée. On est ouvert à du gabarit 5B sur la Lys. Côté flamand et côté français, ça progresse aussi très fortement, donc ça devrait aussi être totalement terminé. On a aussi très important par rapport au tonnage et au gain d'efficacité économique, un approfondissement à 2,90 m qui a été fait. Et à chaque fois, en fait, et je ne vais pas les citer à toutes les reprises, mais on a eu aussi des aménagements économiques avec la construction de quais pour accompagner cette dynamique de modernisation du réseau. Et donc ici, c'est le quai de Pec qui vous est présenté. Alors la traversée de Tournai, il y a 2 ans, je vous avais fait la présentation et j'avais déjà insisté. Si on se replace en 2010, 2010, on se disait la traversée de Tournai, le pont des Trous, jamais on y touchera. Il y avait même à l'époque des scénarios alternatifs et très coûteux de contournement. Et voilà, donc aujourd'hui c'est fait, vous avez la preuve en images, avec un projet d'une qualité de réalisation exceptionnelle, un aménagement urbain qui est cité en exemple. Et donc c'est vraiment un superbe succès. Aussi des aménagements avec le quai de Vaud. Et la traversée de Tournai, ce n'est pas que le pont des Trous, il y a aussi le pont à pont et différents aménagements que vous voyez. Donc je vois Christophe qui hoche de la tête. Alors le canal Charleroi-Bruxelles, donc il y a eu, outre le petit problème que je vous citais tout à l'heure sur la partie A7, donc elle a été sécurisée en termes d'approvisionnement en eau. Et donc ça c'était super important parce que d'une part les pompes étaient vieillissantes, mais aussi d'autre part il fallait augmenter la capacité par rapport aux modifications climatiques aux périodes de sécheresse, mais il fallait aussi augmenter la capacité par rapport à la construction d'une seconde écluse. Donc la station de pompage que vous voyez à vis, elle est parfaitement fonctionnelle et elle sécurise cette navigation. Il y a aussi des aménagements de robustesse qui ont été faits, donc vous voyez de nouveaux portiques pour les ports d'écluse, des rénovations électromécaniques. Et enfin, le canal Pomerol-Condé qui a été réouvert à la navigation et donc qui permet en fait d'avoir une sortie en classe 5A alors que la liaison par Maubray et Péronne était limitée à la classe 4. Donc c'est pour ça qu'on peut parler de la réouverture d'une liaison stratégique qui donne un accès finalement à l'ESCO en classe 5A, mais aussi au port du nord de la France, et le port de Dunkerque en particulier. Alors sur la Sambre, les travaux essentiels ont visé à l'approfondissement, par l'approfondissement de l'écluse à 2,80 m de l'écluse d'Auvelais. Et en fait, c'était le point dur pour permettre cet approfondissement sur tout l'axe de la basse Sambre. Donc c'est aujourd'hui réglé. Vous aurez juste après, donc je ne vais pas en parler, la mise en télécommande de l'ensemble des sites qui permet un gain en passage à 6,22. Et vous avez l'extension du quai de Langley aussi qui a été réalisée. Donc c'est la photo en haut à gauche. Alors, on voulait aussi vous parler de toute la dynamique portuaire et des nombreux investissements qui ont été faits dans les zones portuaires. Donc vous avez ici Manage et Floref réalisés au cours de la période, l'X, le Trilogie Port évidemment, la Darse du Driard, donc là au niveau de Charleroi. Alors c'est Moignelet, que vous voyez un tamis est coupé, mais en fait c'est la zone de Moignelet. Le chantier des AMS sur Charleroi toujours, le terminal de Pec, Farciennes. Et donc voilà, donc il n'y a pas que le SPOMI, il y a aussi les ports qui investissent dans cette dynamique et cette belle dynamique pour avoir des résultats. Alors en termes de nouveautés et perspectives et des choses qui continuent, alors le plan incliné de Ronquière, ça fait des années que ça dure et on s'en excuse. Donc c'est un ouvrage qui est exceptionnel, qui a 2 ensembles censés être indépendants, mais l'état de l'infrastructure fait que depuis de nombreuses années, il n'y a qu'un des 2 ensembles qui est fonctionnel, ce qui représente une vulnérabilité énorme, parce qu'évidemment, chaque fois qu'il y a une panne ou qu'il y a un entretien à faire, ça nécessite une interruption de navigation pour le mieux maîtriser, et dans le pire des cas, qui dure le temps de régler le problème. Et donc tout l'enjeu de notre séquence de rénovation aujourd'hui, c'est de donner de la robustesse en repartant sur 2 ensembles complètement modernisés. Alors les travaux ont été hyper longs parce que pour chaque ensemble, en fait, il y a eu 2 séquences de travaux,
une sur les voies de structure avec des renforcements des parties aériennes, des trémies qui ont chaque fois duré 2 ans et demi, 3 ans. Et puis une séquence sur les voies plutôt aériennes en termes d'équipement, avec des positionnements de rails et de galets. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui? L'ensemble des parties infrastructurelles ont été corrigées. Et donc, notre vision de cette correction, c'était de repartir sur une durée de 50 ans pour toutes ces parties structurelles. Et maintenant, on est en train de travailler sur les voies aériennes équipements, avec le premier des bacs qui devrait être complètement terminé dans un horizon de 2 à 3 ans, ce qui permettra d'avoir un ouvrage complètement neuf pour une des deux moitiés, ce qui devrait sécuriser le fonctionnement et ensuite permettre les travaux pour terminer la même opération sur le deuxième bac. Alors, donc des travaux qui battent leur plein sur l'élargissement du canal Nivelles-Blaton, vous l'avez vu en image. Donc des travaux qui sont divisés sur 5 secteurs, 3 chantiers, 2 qui sont en cours et un 3e qui va démarrer. Donc vous avez tous les chiffres là qui seront à votre disposition. Je ne vais pas vous noyer. Donc 2e chantier et le 3e chantier qui est à lancer en 2025 pour débuter en 2026. Et donc on devrait à ce moment-là avoir une navigation possible en classe 5A, puisque c'est évidemment ce qui est visé sur notre réseau, d'avoir la classe 5A partout dans la partie ouest de Namur. Alors gros travaux sur l'écluse de Bourg. Donc vous avez ici une vue plutôt schématique des travaux en cours. Donc la construction d'une 2e écluse qui est ici sur votre gauche. Une modernisation de la station de pompage qui est évidemment indispensable. Et alors là, le gabarit des bateaux visés va au-delà de la classe 5A, puisqu'on parle de bateaux de 149 mètres de long, donc pour un 12 mètres 50, ce qu'il est la même chose que la classe 5A. Et c'est une dimension qui est un peu hors norme, mais qui est cohérente avec les autres écluses d'Anzy et la liaison Pomerol-Condé dont on a parlé tout à l'heure. Et donc là, il est prévu d'avoir une fin en 2027, fin qui normalement est compatible avec les durées exigées par les appels européens et liées au cofinancement. Alors une 2e vue plus photographique sur les travaux en cours. Hein. Donc c'est un peu perturbant, mais la photo amont-aval est inversée donc par rapport au schéma précédent. Et donc la construction de l'écluse est ici à droite, alors que sur l'image précédente, elle était sur votre gauche. Alors on va un petit peu à Liège, hein, pour ne pas faire de jaloux, où là les travaux en cours, c'est le rehaussement de 3 ponts. Donc l'enjeu économique, c'est de permettre la navigation de bateaux avec 4 couches de conteneurs, et donc 9,10 mètres de hauteur libre, donc 3 ponts à moderniser. Alors le pont de Hermal, donc à chaque fois, outre le rehaussement du pont, il y a l'adaptation des cheminements, et il y a aussi un enjeu en termes de mobilité plutôt terrestre, c'est de évidemment pas faire tous les chantiers en même temps pour ne pas tout bloquer, et donc d'organiser les travaux. Et c'est là que vous avez les dates en fait qui sont indiquées sur chacune des images. Donc Hermal, l'X, bien connu avec ses haubans, et en fait le pont d'Accourt pour terminer. Alors toujours au niveau de Liège, donc les travaux zone portuaire, vous les avez aussi vus dans le film. Donc construction d'un appontement à Hermal et à Angis, une extension de dalle portuaire avec construction de nouvelles dalles que vous voyez sur l'image. Voilà, donc j'arrive au bout de la présentation. Donc ce que je voulais vous dire en termes, je ne vais pas dire de conclusion, c'est que si on prend un peu de recul, on voit globalement que c'est dans la continuité qu'on a eu des résultats, à la fois sur les plans d'aide, avec 6 plans qui se succèdent, un 7e en préparation. On voit que ce sont les chiffres et le cumul des chiffres qui conduit au résultat. Sur la dimension d'adaptation de notre réseau, ben c'est pareil. On voit qu'on est dans des temps qui sont assez longs entre la conception d'un réseau, toutes ses composantes, la construction des études, l'obtention des permis, l'obtention des financements et enfin la réalisation. Donc on est dans du temps long. On voit que le dimensionnement par rapport aux évolutions de la flotte, il était bon. Ce qu'on voit par contre, c'est l'enjeu de fiabilité, de robustesse des infrastructures, qui n'est clairement pas au rendez-vous par rapport à l'ambition qu'on a de faire élever les statistiques. Donc il y a clairement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et il y a sans doute aussi un enjeu de meilleure communication par rapport à tous ces éléments pour que vous puissiez mieux comprendre, intégrer et qu'on puisse encore mieux définir aujourd'hui les périodes
On a pris les réflexes, en fait, quand il y avait des périodes d'arrêt de navigation, de consulter ce secteur. On doit sans doute encore le faire davantage et le faire mieux. Et donc tout ça, c'est notre ambition, c'est de continuer ce qui marche bien, et essayer de donner davantage de robustesse et mieux communiquer avec vous, parce qu'on pense que la confiance, c'est vraiment l'élément moteur pour faire croître le trafic fluvial. Et donc ça, c'est notre ambition, c'est de travailler à avoir une plus grande confiance dans le système de transport. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Simon. Après cet exposé qui abordait beaucoup de sujets et c'était très, très riche, on va voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un résumé en images et vous présenter un petit peu ce qu'a pu en tirer quelqu'un qui assiste à l'événement. Est-ce qu'on peut... Ça va venir. Je ne vais pas vous le refaire, hein, mais donc... beaucoup d'informations, mais avec un certain nombre de résumés. Je vais rebondir sur une information que je vois là. 32 millions de tonnes en Wallonie l'année dernière. Et on a vu qu'on est en baisse constante quasiment depuis 10 ans. Donc on pourrait se dire, à le voir comme ça, on ne va pas bien. C'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas bien dans le secteur. Mais quand même, rappelons une petite chose. Voies navigables de France, à la même période, 40 millions de tonnes. Vlaams Waterway, à la même période, 66 millions de tonnes. Toute proportion gardée par rapport à la dimension de notre réseau, on fait partie du top 5 européen. Alors nous sommes en baisse, la situation est en crise globalement dans l'industrie et dans le transport fluvial, mais il faut quand même toujours rappeler que la Belgique et la Wallonie font partie du top 5 des pays fluviaux européens et que ça reste une activité industrielle extrêmement importante sur notre territoire. Il ne faut pas se contenter de voir les choses qui baissent, il faut aussi se rendre compte de notre position en Europe. Et c'est ce qui est indiqué aussi, notamment quand on voit 3 de nos ports intérieurs dans le top 20 européen. Donc c'est quelque chose à garder, je trouve, en tête, et c'est un message important. Merci pour ce résumé en images. Donc, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, parce que je ne l'avais pas dit, donc nous allons être accompagnés dans notre événement, comme ça a déjà été le cas à 2 reprises ou 3 reprises, par une facilitatrice graphique qui est ici au premier rang et qui croque les informations au fur et à mesure qu'on vous les délivre pour vous en faire un résumé en une image.